Bonjour, nous nous retrouvons pour poursuivre la présentation sur les complications de la maladie de Steele avec ce premier focus sur les atteintes pulmonaires de la maladie de Steele. Alors, vous voyez ici dessinées les principales atteintes pulmonaires et sans doute celle qui vous vient spontanément à l'esprit, ce sont les pleurésies, épanchements pleuraux hyperinflammatoires avec un liquide qui est volontiers plein de polynucléaires neutrophiles. Mais on a identifié ces dernières années d'autres types d'atteintes pulmonaires sur lesquelles je vais un peu plus insister. Donc la pleurésie, elle n'a pas d'éléments sémiologiques particuliers, mais on va discuter ensemble de pneumopathie interstitielle, qui est une entité récemment décrite, mais on ne sait pas totalement si c'est une entité récemment apparue. Alors, peut-être le meilleur moyen d'illustrer cette complication pulmonaire, c'est de vous présenter un premier cas avec un jeune patient qui est suivi dans mon service à Lyon, qui a présenté un début précoce avant l'âge de 2 ans, avec une maladie de style qui était typique dans sa présentation, sinon qu'elle avait quelques éléments cutanés particuliers, avec une desquamation des extrémités qu'on peut voir parfois, mais un gros syndrome inflammatoire, une fièvre persistante, une urticaire et une CRP très élevée. Donc, il va avoir une prise en charge initiale avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens et puis il a une hyperéosinophilie qui fluctue dès lors. Il va avoir une faible réponse. On se remarque qu'il a une réplication de certains virus, notamment HHV6. Et rapidement, il va être mis sous biomédicaments avec des anti-IL1 et on augmente progressivement les doses avec des réactions à chaque injection qui nous intriguent, des réactions locales, mais qui permettent néanmoins de bien maîtriser l'inflammation. On va essayer d'ailleurs de tourner sur un autre biomédicament, mais en essayant des anti-IL6, il y a une réaction pseudo-allergique assez sévère avec une éruption qui change un petit peu de composante, qui devient plus maculeuse et légèrement prurigineuse. Et donc, au fil du temps, on va maintenir un traitement par anti-IL1 et en fait par cyclosporine pour diminuer les réponses locales aux médicaments, pour le rendre en quelque sorte tolérant, après avoir essayé plusieurs stratégies. Et au fil du suivi, au bout de quelques mois, des lésions au niveau des extrémités, avec un aspect d'hypocratisme digital, les ongles bombés en verre de montre assez typiques, qui vont se présenter et vont nous conduire à faire le diagnostic d'une pneumopathie interstitielle. Et à cette époque, on n'avait pas encore bien identifié cette entité, si bien qu'il y a eu une biopsie pulmonaire qui retrouvait un aspect de pneumopathie lipidique. Alors ici, ce sont en quelques photos les images clés d'une présentation précoce. Alors avec au départ même des desquamations qui sont un petit peu originales, je dirais, dans la présentation, mais forme sévère d'emblée, des réactions à certains biomédicaments et notamment les anti-L6, mais aussi en fait les anti-IL1 qui nécessitaient de la cyclosporine et la biopsie pulmonaire où vous voyez ces images typiques biréfringentes de cristaux lipidiques au sein des lésions parenchymateuses et un aspect patchy, un peu diffus de l'atteinte au scanner qui a constitué à associer ces symptômes pulmonaires avec cette présentation. Alors derrière ce cas clinique, eh bien, de nombreux autres cas ont pu être rapportés. Ici, c'est l'étude de Viviane Saper qui rapporte une soixantaine d'enfants dans le monde entier, une étude internationale rétrospective sur des enfants avec arthrite juvénile systémique qui ont développé une pneumopathie interstitielle. Et vous voyez que certains vont avoir aussi de l'hypertension artérielle pulmonaire. Quels sont les éléments associés? Ce n'est pas si habituel en effet, mais on retrouve un début précoce, la trisomie 21, une ferritine qui est volontiers élevée, une lymphopénie qui est plus fréquente. Alors, devant cette entité caractérisée chez autant de patients, eh bien, le premier réflexe pédiatrique, c'est de regarder s'il existe des formes monogéniques. Et donc, des anomalies génétiques ont été recherchées par exome et génome sur
je dirais, une petite dizaine de cas, sans retrouver aucune anomalie qui pouvait expliquer cette situation particulière. On remarque cependant, alors c'est lié aussi à l'âge précoce et peut-être à la sévérité, mais que près de 90%, plus de 90% des enfants ont eu un traitement préalable par anti-IL1, IL-6. Et ces enfants font des réactions sévères, notamment aux anti-IL-6. Alors, les premières données rétrospectives, hein, qui reprennent des cas, pour certains anciens de 20 ans ou 30 ans, montraient un taux de mortalité assez élevé. Vous voyez, jusqu'à 36%, donc euh, inquiétant et préoccupant parce que ça représente une mortalité importante. Et vous voyez le détail des causes de décès en distribution de l'atteinte. Donc l'atteinte interstitielle, mais l'hypertension artérielle pulmonaire aussi qui peut contribuer à la mortalité. Alors d'autres études sont sorties, peut-être plus mécanistiques, et ici une étude de Grant Schuller qui, sur 18 patients, a étudié un peu le détail des biomarqueurs, et on retrouve chez ces patients une IL-18 qui est très augmentée. On retrouve aussi la notion d'une augmentation d'expression des gènes d'interféron gamma, ce qui peut valoir d'ailleurs que dans le sang périphérique, on mesure une signature interféron, même si on la mesure, la signature de type 1, on peut retrouver à des faibles niveaux une positivité qui reflète la présence d'interféron gamma. Et à nouveau, pas d'anomalie génétique retrouvée. Là, vous voyez le détail, donc soit des chémokines dépendantes de l'interféron gamma, comme CXCL9, et l'IL-18 qui est très élevé. Alors, cet autre papier qui consolide l'idée que l'IL-18 est augmenté, un travail de Rafaela Goldbachmanski sur les biomarqueurs, on retrouve l'axe IL-18, CXCL9 qui est augmenté, avec un niveau plus élevé sans doute d'IL-18 par rapport à l'interféron gamma. Dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve que le taux d'IL-18 dans ces formes pulmonaires d'agie systémique est quasiment identique à celle des maladies génétiques qui contribuent à une augmentation forte de l'IL-18, comme le NLRC4 gain de fonction, qui s'accompagne aussi d'un syndrome d'activation macrophagique et de poussées inflammatoires qui peuvent ressembler parfois à l'algie systémique, maladie de Steele. Cependant, dans les NLRC4 gain de fonction, il n'y a habituellement pas d'atteinte pulmonaire. Alors, l'IL-18 est un marqueur d'intérêt, et au moins pour cette atteinte pulmonaire parce qu'il est très élevé lorsqu'elle survient, et peut-être de manière générale pour mieux discriminer nos patients qui ont une AGI systémique ou maladie de Steele, vous voyez ici en bleu, de ceux qui vont faire un syndrome d'activation macrophagique ou ceux qui vont présenter une atteinte pulmonaire. Donc, il est vraisemblable que l'IL-18 soit un marqueur que l'on va suivre ces prochaines années parce qu'il est associé à une plus grande sévérité et certaines complications de la maladie de Steele, notamment l'atteinte pulmonaire, notamment le syndrome d'activation macrophagique. Alors ici, c'est une autre illustration de l'intérêt du suivi de l'IL-18 sur une étude où on étudie, après exposition à l'anakinra, un traitement anti-IL1, l'évolution de l'IL-18 que l'on voit se réduire significativement chez les patients qui sont répondeurs sur la CR90, et les non-répondeurs n'ont pas d'évolution de ce marqueur. Donc, c'est un élément prédictif en quelque sorte de la bonne réponse aux anti-IL1. Alors, d'autres données, toujours un petit peu sur le champ des biomarqueurs, pour témoigner avec une mesure dans le sérum de plein de protéines différentes, hein. Ce sont des analyses de large échelle qui permettent de détecter des biomarqueurs éventuels, et on compare ce que l'on identifie en protéomique chez les patients avec atteinte pulmonaire à des sujets sans atteinte pulmonaire, et on pointe à nouveau du doigt ici des marqueurs sur le champ de l'interféron gamma, sur l'IL-18 qui ressort fortement comme vous le voyez ici, et puis d'autres chémokines, ces cytokines qui servent à attirer les cellules dans les tissus, et certaines qui sont particulièrement impliquées dans l'attraction des éosinophiles au sein des tissus, des lymphocytes T helper de type 2, qui participent, vous le savez, aux manifestations allergiques. Donc, ces marqueurs sont retrouvés significativement augmentés dans le sérum de patients. Alors, un élément
génétique. Je mentionnais qu'on n'a rien trouvé en cause monogénique, mais on a un facteur de susceptibilité qui semble se dessiner, qui est l'HLA DRB115. Donc le typage HLA qu'on fait jamais quand on suit un patient avec une maladie de style, mais peut-être les choses vont changer parce que en reprenant les patients qui ont eu ces manifestations, il semble qu'il y ait une liaison assez forte, 80% à peu près des enfants qui développent cette atteinte pulmonaire vont avoir un HLA unique, l'haplotype HLA DRB115, qu'on retrouve dans plus de 90% des cas. Alors, est-ce que c'est suffisant pour en faire un test avant de décider les biomédicaments? Sans doute non. Il faut noter que 24% des contrôles présentent aussi ce marqueur HLA-DR1B115. Mais voilà, c'est un point de compréhension ou de vigilance et c'est le même HLA-DR1B115 qui a aussi été décrit dans des réactions aux biomédicaments dans d'autres maladies auto-inflammatoires comme la maladie de Kawasaki. Alors, j'aime beaucoup cette présentation de Peter Nigrovic sur les différents rôles des biomédicaments dans ces manifestations pulmonaires qui s'accompagnent volontiers d'une hyperéosinophilie, qui peuvent ressembler à un syndrome DRESS, ces réactions de toxidermie décalée, d'hypersensibilité décalée médiée par les lymphocytes. Donc, si tel est le cas, on peut imaginer que la HLA DRB115 joue un rôle sur la présentation antigénique et conduit à une activation des lymphocytes T alloréactifs qui reconnaissent le biomédicament. On a volontiers dans ce cas de figure une réactivation virale contemporaine. Et puis le DRESS syndrome, eh bien, ça peut toucher le poumon, des pneumopathies interstitielles, ça peut toucher le foie, ça donne sur la peau des lésions de toxidermie assez diffuses. Et lorsqu'on a un DRESS syndrome, eh bien, c'est l'éviction définitive, contre-indication définitive du médicament. Alors que la situation numéro 2 proposée dans les hypothèses d'explication de ces manifestations, c'est que dans le contexte d'une maladie de style, lorsqu'on va bloquer l'IL1 ou l'IL6, eh bien, on modifie l'ambiance inflammatoire de manière significative et on modifie la plasticité lymphocytaire. Les lymphocytes TH17, les Treg, pourraient être modifiés dans leur différenciation par le blocage de l'IL1, l'IL6, deux cytokines assez clés pour les TH17 notamment, et orienter une réponse plutôt TH1, plutôt TH2, puisque l'on bloque l'expansion des TH17 par ces cytokines bloqueurs. Et donc les TH1, vous savez, c'est ceux qui produisent l'interféron gamma. Les TH2, c'est ceux qui peuvent donner cette hyperéosinophilie et peut-être ces réactions un peu DRESS-like avec activation mastocytaire et des éosinophiles qui contribuent. Donc, selon les hypothèses, la première, DRESS syndrome, il faut arrêter le médicament. Dans la seconde, eh bien, il faut le modifier. Et c'est cette deuxième hypothèse qui est pour l'instant l'hypothèse principale qui prévaut, si bien que l'on peut maintenir le traitement, mais on va adapter les prescriptions pour pouvoir rendre ce médicament tolérant. Alors nous, dans le cas de notre patient que j'ai présenté en introduction, nous avions ajouté un JAK inhibiteur parce qu'on avait le sentiment que c'était le biomédicament qui lui-même pouvait participer aux manifestations inflammatoires au vu du profil qu'il a présenté. Et d'ailleurs, il y a aussi des hypothèses que les polysorbates que l'on retrouve dans les biomédicaments pourraient peut-être contribuer ou participer à ces manifestations. Alors, il a évolué favorablement, tant d'un point de vue général que pulmonaire, et on a pu progressivement suspendre complètement ces biomédicaments et même sa corticothérapie avec un nettoyage presque complet des lésions pulmonaires dans son cas particulier. Mais il faut reconnaître que derrière ce cas isolé, un autre cas publié par l'équipe de Brigitte Bader-Meunier révèle aussi plutôt une efficacité des JAK inhibiteurs sur cette atteinte générale, pseudo-DRESS, mais cette atteinte pulmonaire spécifique, rien n'est codifié. On sait, et il y a eu une position du groupe de travail très large pour mentionner qu'il n'y a pas suffisamment d'arguments pour arrêter les biomédicaments lorsque cela survient, hypothèse 2 présentée juste avant, mais qu'en revanche, on peut ajouter un traitement anti-lymphocytaire, la cyclosporine, un inhibiteur de mTOR,
et bien sûr les possibilités aussi d'envisager des inhibiteurs cytokiniques, l'IL-18, l'interféron gamma aussi a été évoqué, et les JAK inhibiteurs qui ont un effet pancytokinique pour inhiber plusieurs voies. Donc, nous allons maintenant nous arrêter là sur ces complications pulmonaires pour dire que dans tous les cas, elles nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire qui peut être l'occasion de présenter un dossier à une des RCP de la filière, par exemple, et aussi au sein des différents ERN qui peuvent contribuer à la réflexion parce qu'il s'agit là de situations difficiles et délicates pour débuter un traitement. Voilà, je vous remercie et on se retrouve dans un instant pour parler des complications de l'hémostase associées aux maladies de style de l'enfant.